Alors, on va attaquer, on est le 8 octobre et on va attaquer, il y a quelques sujets qu'on voulait discuter avec vous et on va commencer par un sujet totalement original qu'on n'a jamais traité, l'Ukraine. Et Je donc, sens une touche d'humour, non? de quoi? Qu'on n'ait jamais traité ce sujet, l'Ukraine? Non, juste presque tous les jours, non. Alors, c'est vrai que l'Ukraine est un sujet majeur qui occupe quand même la sphère médiatique puisque Ah, puis c'est pas que la sphère médiatique, ça surdétermine tout le non reste. seulement la géopolitique, l'économie, l'amplification de la crise actuelle, enfin... Tout à fait. Donc, on voit que le chef de l'OTAN dit que insiste, donc c'est des déclarations de manière régulière, pour que l'Ukraine soit puisse adhérer. Alors c'est assez marrant parce que il y a quand même des circonvolutions. Il faut être proche de l'adhésion, mais pas vraiment adhérer. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de ces déclarations qui, alors qu'on devrait aller vers un contexte d'apaisement, continuent d'aller vers plus de bellicisme? Alors, peut-être que tout le monde ne comprend pas, mais c'est pour ça que ce sont des choses qu'il faut répéter beaucoup. Alors d'abord, c'est pas le chef de l'OTAN, c'est le secrétaire général de l'OTAN, le nouveau Mark Rutte, Mmh. qui est hollandais et qui a remplacé Stoltenberg, Jens Stoltenberg. Bon, le véritable chef de l'OTAN, c'est le commandant militaire, qui est toujours un général américain. Et on a cette litanie qui dure depuis plus de 2 ans, euh, de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. On n'est toujours pas très loin. En oubliant de dire, c'est ça qui doit être répété, que c'est la cause principale du conflit en Ukraine. C'est l'extension de l'OTAN vers l'Est, qui est considérée comme une menace existentielle par la Russie, suffisante pour entraîner une guerre d'intensité équivalente à celle de la Première Guerre mondiale et des destructions massives pour l'Ukraine. Continuer sur cette voie qui n'avait pour objectif initial que d'affaiblir la Russie, de renverser Poutine, de faire un régime change ou éventuellement de dissoudre la Russie en plusieurs petits États, a échoué. On peut considérer qu'à la base c'était une mauvaise idée, mais ils ont tenté, voilà, l'OTAN a voulu, ils ont échoué. Au contraire, ça renforce la Russie, ça renforce économiquement, ça renforce sa souveraineté dans bien des aspects économiques, ça renforce son armée, qui est maintenant une armée très entraînée, rodée à la guerre moderne de masse, puisque n'a aucun autre pays. Et en plus, ça renforce au niveau géopolitique. Donc, je pense que ça suffit, en fait. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est l'effet totalement inverse qui est réalisé. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, ou alors si elle rentre dans l'OTAN, ce sera un petit bout d'Ukraine, même pas 50% du territoire initial d'avant 2014. Et donc, on est voilà, dans une continuation, une fuite en avant, dans l'attente des résultats des élections européennes. Ça donne des petits gages à Zelensky qui peut continuer à maintenir son pouvoir très très difficilement à Kiev. Et sur le dos d'un niveau de destruction rare, puisque comme lui-même dit Zelensky, on est à 80% de destruction des infrastructures énergétiques du pays, l'Ukraine, et on est largement au-delà des 700 000 morts, ce qui est sidérant. Il faut se rappeler les chiffres de la Première Guerre mondiale en France. C'est un effondrement et un renforcement de la Russie. Donc, bon, c'est insupportable. Oui, parce que c'est un angle qu'on aborde assez peu et que les médias ici n'abordent presque pas. C'est que après une guerre, il y a un problème démographique et que si tous les jeunes hommes d'une classe d'âge sont morts et que la plupart des femmes en âge d'enfanter sont parties, bah, comment tu fais pour reconstruire ton pays? Non, non, mais là, de ce point de vue-là, l'Ukraine est... Imaginons que l'Ukraine se maintienne en tant que pays sur la ligne de front actuelle. Mmh. Et je ne pense pas que c'est ça qui va se passer. Mais imaginons cela. Eh bien, déjà, la situation est catastrophique. C'est 20 millions de personnes sont parties, Mmh. que ce soit en Russie ou en Europe. Énormément de gens ont fui ou sont déplacés à l'intérieur du pays. Et c'est une classe d'âge entière d'hommes
qui a disparu. C'est pour ça que je fais référence à la Première Guerre mondiale. Mmh. Regardons les courbes démographiques de la Première Guerre mondiale. Et encore à l'époque, les gens faisaient beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui. L'Ukraine ne déroge pas à la règle, hein, le taux de natalité déjà n'est pas très élevé. Mais là, la génération suivante ne sera pas là. Il y aura un creux colossal, ça va mettre plusieurs décennies à revenir en l'état. Mais je l'ai dit, je pense pas que ça finira comme ça, puisque maintenant, toutes les options ayant été fermées au cours des 2 dernières années, il semble que les Russes ont été assez clairs quant à leurs objectifs maintenant. Ils n'attendent plus que la reddition inconditionnelle de l'Ukraine, et donc ils redéfiniront les frontières à ce terme-là. Et je pense même que un morceau de Ruthénie sera, c'est là où il y a des Hongrois majoritairement, sera remise à la Hongrie. Et de facto, je suis prêt à mettre ma main au feu, malgré toutes les déclarations de bonne intention et de soutien authentique des Polonais. La Volhynie et la Galice seront ultimement récupérées par la Pologne. C'est donc un nouveau démembrement de l'Ukraine, comme il y en a eu plusieurs au cours des siècles passés. Mais justement, Alors qu'il suffirait d'arrêter, on pourrait arrêter tout de suite. Tout à fait, Non-entrée dans l'OTAN, neutralité de l'Ukraine, ce qui a très très bien réussi à l'Autriche. On connaît peu, c'est normal, c'est passé. L'Autriche était occupée par l'armée soviétique. Et c'est suite à un accord de neutralité de l'Autriche que, dans les 3 mois qui ont suivi, l'ensemble de l'armée soviétique s'est retirée. Et l'Autriche a pu se développer tranquillement et devenir une nation très prospère, en n'étant plus en n'étant pas dans le giron OTAN, et n'étant pas considéré par les soviétiques à l'époque comme une menace. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus justement sur l'Ukraine. C'est Kamala Harris qui aujourd'hui, c'est tout nouveau, a dit que si elle était élue, elle ne rencontrerait pas Vladimir Poutine pour parler de l'Ukraine sans que Kiev, un représentant de Kiev, soit là. C'est-à-dire qu'elle s'est engagée comme condition préalable qu'il y ait quelqu'un du régime de Kiev qui soit là dans les discussions. Alors, on sait que généralement, vu l'importance de ces États-là, que je parle des États-Unis et de la Russie, il faut déjà qu'ils se mettent d'accord et après présenter quelque chose. Si on introduit déjà des Non, conditions... mais tout ça, ce sont des propos à destination du public américain dans le cadre des élections américaines qui n'ont aucun rapport avec la réalité stratégique et géopolitique. C'est du décalage complet. De toute façon, Madame Kamala Harris le sait parfaitement, et fort heureusement, au quotidien, il y a des discussions, au moins au niveau du FSB, de la tête du FSB et de la tête de la CIA, sur la suite. Après, peut-être que, au moins par correction, si un jour il y a des négociations, c'est légitime que l'Ukraine soit présente, ou en tout cas représentée. On verra par qui, puisque c'est toujours la loi martiale, il y a toujours 11 partis interdits, une religion interdite en Ukraine, que Zelensky n'est plus élu, Oui, que la Rada n'est plus élue. Mais il faudra de toute façon, évidemment, un représentant d'Ukraine. Effectivement, c'est une situation qui a l'air inextricable. Mais je crois que de toute façon, Vladimir Poutine n'a pas envie de rencontrer Kamala Harris pour parler d'Ukraine. Je répète, toute personne qui suit ce qui se passe, la situation est suffisamment avancée maintenant pour les Russes pour que ce qui est clairement visible, c'est qu'ils attendent une reddition pure et simple, inconditionnelle de Kiev. Alors, un autre fait, parce que on aime bien le mémoriel, c'est ce qui s'est passé il y a 80 ans. Donc, c'est pas tout jeune. Mais c'est il y a 80 ans, donc le sondeur commando d'Auschwitz se soulevait contre ses bourreaux. Alors il faut comprendre ce que c'est pour les plus jeunes, les sondeurs commando. On prenait donc des gens internés dans les camps de concentration et on les transformait eux-mêmes en garde pour maîtriser les autres. Et donc généralement c'est pas l'armée allemande ou du moins les officiers allemands
qui sortaient, qui nettoyaient les fours, qui nettoyaient les douches, les chambres à gaz, etc. C'était les sondeurs commandos qu'on on va dire qu'ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire qu'on les mettait dans des situations. Et c'est vrai que il a fallu un très grand courage, je pense, à ces gens pour se révolter. Il faut voir qu'ils étaient dans une situation où il y avait zéro espoir à ce moment-là, où ils savaient qu'ils allaient être matés, mais qui justement, c'est important de le rappeler, malgré une situation terrible, se sont, on va dire, dépassés. Et c'est un symbole, je pense, pour toutes les résistances un peu partout aux occupations. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est Oui, Auschwitz-Birkenau est le symbole de l'horreur nazie. On a difficilement atteint plus bas dans l'histoire humaine d'inhumanité. À Auschwitz-Birkenau, où a été internée, par exemple, Simone Veil, plus d'1 million de personnes ont été tuées. Il faut se rendre compte du chiffre. Et on ne peut que saluer la mémoire de ceux qui ont eu le courage du désespoir, hein, car c'était sans aucune chance de succès, qui se sont soulevés, au moins pour l'honneur et l'espoir futur. C'est à corréler au soulèvement des Juifs du ghetto de Varsovie, qui étaient une sorte d'immense baroud d'honneur, évidemment sans espoir, mais où ils ont pu montrer que non, on n'accepte pas l'horreur nazie et que, in fine, les peuples se soulèvent. Ça nous permettra, on y reviendra, mais le Auschwitz a été libéré le 27 janvier 1945 et le 27 janvier prochain, 2025, ce sera les 80 ans. Et la situation géopolitique actuelle fait qu'on va se retrouver dans cette bizarrerie que ceux qui ont libéré le camp, c'est-à-dire l'Union soviétique et donc principalement les Russes, ne seront pas représentés. Mais seront représentés, ce qui est normal, les Allemands et aussi les Ukrainiens, dont le problème c'est qu'une partie de ceux qui sont vénérés aujourd'hui en Ukraine furent de ceux qui gardaient les camps. Donc bon, parmi les plus zélés d'ailleurs. Parmi les plus aidés, qui ont été responsables avec Bandera, avec Choukevitch, de la Shoah par balle, en particulier à Lvov, du ghetto de Lvov, de Lviv. C'est tout à fait bon, c'est délirant et je vois mal comment, dans ces conditions, on peut transmettre correctement la mémoire. La mémoire, c'est la mémoire, elle peut pas être entachée par les desiderata du moment. Ce serait, pour faire un parallèle du niveau d'absurdité, c'est que on peut et on s'est opposé à la guerre américaine en Irak, qui était infondée pour des raisons fausses, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, il y a eu quasiment 1 million de morts. Mais il n'est venu à personne l'idée qu'en 2004, puisque la guerre a commencé en 2003, les Américains ne seraient pas invités pour le 60e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Ce serait évidemment complètement stupide. De la même manière qu'il aurait été stupide d'interdire Gershwin ou de ne plus lire des livres ou Jack London ou Hemingway. Bon, voilà. Et ça fait partie de la forme de folie qui saisit certaines élites en Occident et que ne se rend pas compte des effets que ça a sur la mémoire. Alors on va parler d'un autre conflit qui occupe un peu tous les esprits aussi, c'est celui au Moyen-Orient avec cette déclaration un peu choc de Donald Trump. Alors bon, déclaration choc pour Donald Trump, je pense que c'est un peu un oxymore, c'est ou un pléonasme, je sais plus. Là, je suis perdu. Je me perds moi-même dans ma pensée, mais qui dit donc que il y a aucun problème, Gaza après, ça va être reconstruit et ce sera encore mieux que Monaco, puisque dans son propos, quand on regarde, il a dit qu'il fait beau, il y a du soleil, il y a la plage et tout, donc ça pourrait, il a dit ce sera la meilleure chose qu'il y a au Moyen-Orient. Moi, je trouve ça un peu honteux, vu le nombre de gens qui meurent, de faire ce parallèle-là.
Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que c'est juste Mais pour faire oui, plaisir? c'est honteux, évidemment, mais il faut bien se rendre compte que tous les propos actuellement de Kamala Harris ou de Donald Trump n'ont rien à voir avec la réalité, extérieure et géopolitique du monde. Ça a à voir avec les élections, aux États-Unis, et ce sont des pitchs, ces spin doctors préparent des phrases, des saillies, des sorties qui font faire parler, ou qui vont toucher tel ou tel électorat. Heu, Bien évidemment, rien n'est aussi simple pour Gaza. De toute façon, Gaza est détruite. Heu et puis même avant, il eût fallu que ce ne soit pas le Hamas qui dirige Gaza, et puis il eût fallu que le Gaza ne soit pas totalement enclavé par Israël et ait accès réellement à ses ressources, maritimes, entre autres gazières et de pêche, ce qui était même pas le cas. Alors, on est très, très loin de Monaco, hein, quand même. Et puis, cette région du monde a déjà connu une sorte de Monaco. C'était dans les années 50, 60, 70. Le Un Liban. magnifique pays, qui est toujours magnifique, le Liban. Il faut savoir que Beyrouth, s'était appelé la Genève du Proche-Orient, quand même. Avec beaucoup d'artistes, de banques, de commerçants, de richesses, de culture, mais aussi de sciences. Le Liban, à l'époque, avait un programme spatial. Il y a eu un film qui a été fait, Mmh. il me semble, par un Français, tout à fait intéressant. Un programme spatial tout à fait sérieux. Bon, évidemment, c'était un pays, de cocagne et de tourisme. On voit où c'en est depuis maintenant plus de 50 ans. Quand la guerre s'installe, la guerre s'installe. On peut pas décréter, que ça va se transformer en Eldorado. C'est bon. Donc, Donald Trump, oui, voilà, nous fait des sorties. Là, récemment, il a suggéré qu'une bonne idée, ça serait de bombarder, de détruire, par l'arme nucléaire, l'Iran. Oui. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais il a dit, il faudrait, mettre l'Iran en 1000 morceaux. Bon, voilà, c'est tout aussi absurde. Alors peut-être que c'est parce que s'il perd, l'élection présidentielle, il va revenir à ses premières amours, qui est la construction de complexes hôteliers. Donc c'est peut-être ça, il s'est dit: «Tiens, Ah, c'est ça peut-être. Gaza, ça l'intéresse», il Mais y a je sais, moi, de première non, mais tu rigoles, mais je sais de première main, pour en avoir parlé avec les autorités cubaines, il y a maintenant quelques années, Donald Trump était en très, très forte négociation avec les autorités cubaines pour faire lever, l'embargo. Ce qu'il souhaitait, c'était se construire une Trump Tower à La Havane. Donc c'était dans le package de négociation, quand même. Heu et ce qui lui a été refusé parce que lui, il souhaitait posséder le terrain, mais la loi cubaine interdit de vendre le terrain. Elle peut faire des leasings sur 50 ou 99 ans, et il a refusé, et donc ça ne s'est pas réglé. Donc peut-être que Donald Trump a des idées derrière la tête. Merci Georges. Et il y a quelque chose que tu as publié sur Twitter que je vais partager avec, nos auditeurs, qui est un peu un pied de nez un peu sympathique. Ah oui, c'est une blague. Alors je te laisse, expliquer. Bah, rien, hier, on a appris que Marion Maréchal, qui de toute façon travaille avec le Rassemblement national, a lancé son propre parti qui s'appelle Identité Liberté, et je me suis dit: «Tiens, en acronyme, ça va faire ID, identité, lib», c'est comme ça qu'on fait. Ou alors ça peut être, IL, mais ça sera Idlib, et Idlib, ben, c'est la ville, au nord, ouest de la Syrie, où sont concentrés depuis, des années, tous les Al-Nosra, les résidus d'Al-Qaïda et tout ce qu'on peut trouver comme djihadistes, plus ou moins, gardés au chaud par la Turquie. Donc, l'acronyme du parti de Mariam Maréchal, c'est la capitale des terroristes islamistes aujourd'hui. Bon, c'était une petite touche d'humour et sûrement un petit fail. Ils n'ont pas réfléchi à l'acronyme, on va Alors dire. j'ai vu que tu avais des détracteurs qui sont moqués, de tes initiales en disant que GRK, ah ouais. exactement, que tu étais une marque de robinetterie. J'ai pas compris où était l'insulte, Et ben puisque justement, j'ai réagi, GRK, la robinetterie française. Je me dis, mais les gars, c'est pas du tout une insulte. D'abord, les robinets, ça veut dire l'eau à la maison, partout, y compris chez les gens les moins aisés. Donc, c'est la civilisation. La robinetterie, c'est de l'industrie française. Et en plus, robinetterie française. Donc, c'est super. Vive GRK et la robinetterie française. alors je vais
partager à l'écran un article sur quelque chose où j'encourage nos auditeurs à se renseigner un peu là-dessus, qui est quelque chose d'assez méconnu, qui est que la France, pendant très longtemps, était un pays qui produisait donc de l'antimoine. Alors l'antimoine, les gens se demandent qu'est-ce que c'est, mais ça sert en fait à beaucoup de choses. C'est quelque chose comme l'amiante, comme d'autres, c'est des produits qui existent depuis l'Antiquité. Mais surtout, on était un des leaders mondiaux et on a tout laissé tomber. Et maintenant, devinez qui a le monopole de l'extraction? Ben, les Chinois, qui sont en train donc de, comme on dit vulgairement, de s'en faire des en or sur cette question-là. Et d'un seul coup, on réfléchit qu'on a toujours ces gisements et peut-être que ce serait bien qu'on en fasse quelque chose. Mais comme pendant toutes ces années, un peu comme le principe industriel, on a dit que les activités minières, c'était le mal, que l'industrie, c'est le mal, qu'il fallait aller tout vers le service. On a complètement abandonné ces filières-là. Donc, qu'est-ce que toi, ça Oui, t'inspire, Jean? c'est ça, Pedro, c'est la politique de société de services, la fin de l'industrie. Ça fait partie du processus de désindustrialisation. Alors, dans un contexte de tension géopolitique, de difficulté d'accès aux ressources, il faut bien comprendre que la situation de, pas guerre, mais en tout cas pas de paix avec la Russie, c'est que la Russie, là, maintenant, est suffisamment en confiance économiquement pour menacer de ne plus livrer l'Europe, hein, sur du titane, sur tout un tas de ressources qui seraient... Bon, alors on pourrait se faire c'est beaucoup. Euh, on a oublié qu'on a effectivement, mais de l'antimoine, mais on a aussi du lithium. On a, quelque part dans la vallée du Rhône, on a de très bons gisements de terres rares. On a du thorium en Bretagne, une des meilleures mines de thorium. Je dis le thorium parce qu'on peut faire des centrales nucléaires au thorium. On a travaillé longtemps avec la Chine et on a abandonné. C'est les Chinois qui ont ouvert les 2 premières centrales au thorium. Et en fait, mais bon, le problème, c'est que ça implique de relancer une industrie, des mines. Donc d'avoir des mineurs, d'avoir une classe ouvrière de mineurs. Également, ça a des effets de pollution, hein, parce que euh, si ça c'est une discussion à avoir. Le choix qui a été fait, c'est que les choses et la pollution soient ailleurs, produits ailleurs, en Chine, au Vietnam, en Afrique, en Corée, peu importe, et que tous ces pays-là, eh bien, ce soit dans ces pays-là que soient produits soient extraits les richesses de la terre pour être importés, et nous aurions une société de services. Bon, ce monde change. Il va falloir qu'on reprenne notre souveraineté, y compris minière. Ça a des conséquences. Il faut faire ça collectivement. Oui, non, je pense que tu as entièrement raison. C'est-à-dire que c'est un choix de société. Mais à nouveau, il faut avoir le courage de dire que toutes ces filières, et je pense aussi à l'agriculture, qu'on a mis comme présenté pour la jeunesse à venir comme des sous-filières. C'était des sauts-métiers, les bacs pro, Et tout ça. l'agriculture est en voie de destruction, comme on en discute régulièrement avec Philippe Grégoire. Tout C'est-à-dire à que fait. toujours aujourd'hui, on a plus de 50... C'est quoi? La moyenne d'âge, c'est 50 ans. On a perdu 10% des exploitations agricoles. C'est pas considéré comme des belles filières, c'est très mal payé, les agriculteurs sont endettés, il n'y a que les gros qui survivent. Donc oui, on n'est pas du tout dans une logique de refaire une classe populaire où il y a des agriculteurs, une classe populaire où il y a des ouvriers, une classe populaire où il y a des mineurs. Il faut bien se rendre compte que c'est aussi ceux qui sont au pouvoir qui veulent pas ça, pour des raisons politiques. Imaginez demain qu'on ait, allez, 200 000 agriculteurs en plus, 500 000 mineurs et 2 millions d'ouvriers en plus. Ah bah, c'est une force politique colossale, hein. Je me souviens des manifestations de mineurs quand on avait des mineurs en France. Ah, c'est pas exactement la même gestion que la manifestation d'étudiants. C'est le bon moment pour relire Germinal ou pour Exactement. ceux qui sont fainéants de revoir le film qui était pas si mal fait que ça, si je me souviens bien, avec Gérard Depardieu d'ailleurs. Et Renault. Tout à fait. Et merci pour ça parce que effectivement, je pense que c'est important.
on pense en fait, ok, on n'a pas de pétrole en France, mais on a d'autres choses. Et Non, puis c'est ça, important. on le répète régulièrement, mais ça, c'est en France. Mm. Mais la France a la première surface maritime mondiale. Oui, Donc, je sais qu'il y a tout un tas de gens qui considèrent qu'il surtout, faut pas faire d'exploration sous-marine, mais c'est une puissance en termes de ressources absolument colossale qui nécessiterait justement des investissements d'État massifs, une, une planification sur 20 ans sur laquelle pourraient se greffer des entreprises du privé, comment extraire des choses en polluant moins dans la mer. C'est un levier de puissance et de prospérité pour le pays qui est fantastique. Mais euh, pour le moment, on a un président qui fait le bouffon, hein, comme on a vu hier avec les youtubeurs, et on creuse la dette. tout à fait. Bah, le Brésil, par exemple, explore en eau profonde le pré-sal, donc à des profondeurs assez impressionnantes. Tiens, c'est étonnant qu'on parle du Brésil aussi. Mais Je fais une remarque comme ça, je te la renvoie, celle non, de l'Ukraine. tout à fait. Non, mais exactement. Mais sur cette question-là, avec il y a un contrôle écologique assez important. Parce que, bah oui, effectivement, on n'extrait plus les minerais de nos jours comme on les explorait au moment de Germinal. C'est-à-dire que aujourd'hui, les mines, même en Afrique du Sud, même dans pas mal de pays, tout s'est modernisé. Il y a des outils. On fait plus attention aux ouvriers. Alors, je vais pas dire que travailler à la mine, c'est une sinécure et que c'est une promenade de santé, mais les conditions quand même ne sont plus celles qu'elles furent quand, on va dire, on avait les gueules noires qui descendaient. Alors, Donc, quelques réactions, je vois Happy Fukushu, où la mine de lithium dont on parlait il y a quelques mois, c'est à l'arrêt. Comme c'est à l'arrêt d'ailleurs en Serbie, hein, il y a des manifestations assez importantes pour qu'il n'y ait pas de mine de lithium. Je parle de la Serbie parce que ça serait sûrement la plus importante d'Europe. À Pifukushu aussi, les DOM sont alors les DOM, les Outre-mer, on dit maintenant, sont la plus grande richesse de notre pays. Alors je sais pas si c'est la plus grande, mais une importante richesse, c'est que sans les Outre-mer, on n'a pas cette position de leader mondial. Stéphane Chamignon, pour sauver ce qu'il reste d'agriculture, il faudrait du protectionnisme intelligent. Bah, c'est ce qu'on défend. C'est ce dont on a toujours discuté avec Philippe Grégoire, c'est tout à fait juste. Un peu comme la Suisse, mais c'est impossible dans l'UE. Bah, c'est tout à fait juste. Voilà, on va pas commenter puisque c'est exactement ça. Marco, il n'y a plus de navires militaires et ceux de commerce sont sous pavillon de complaisance et registre. Ben oui, on a un vrai problème et on l'avait soulevé ici plusieurs fois sur l'aspect militaire. Euh, un des manques qu'on a, c'est une flotte de présence. Alors on investit dans des frégates Fram, des, des porte-hélicoptères très très modernes, c'est bien, mais ça serait bien aussi d'avoir plus de chalutiers transformés. Alors je ne plaisante pas, on a plusieurs navires de guerre français, ce sont des gros chalutiers transformés, un peu renforcés avec un petit peu de système d'armes, tout à fait visibles sur les radars, mais c'est ça l'idée, c'est qu'ils soient visibles sur les radars. Hein, je rappelle que nous n'avons qu'un seul bateau dans tout l'Atlantique pour les douanes et 0 dans l'océan Pacifique. Voilà, ça dit l'état de notre pays. mais Georges, je voudrais qu'on ait des chantiers navaux aussi. On sait pas faire ça en France. Je crois pas qu'on ait jamais su construire des bateaux aussi. Non, non, c'est pas. Voilà. Non, c'est vrai que ce que tu disais sur la destruction des filières, il y a quand même une filière qu'on a détruite complètement. Maintenant, ça redémarre un peu, mais on a détruit beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté de faire ça parce qu'on a démonisé. C'était le nucléaire justement. Ah oui. On leur a dit, le nucléaire c'est ça, le nucléaire c'est dégueulasse, c'est pas l'avenir. Et donc il y a des centaines et des milliers d'étudiants qui pendant des décennies on se dit ah bah je vais pas faire ça vu que c'est horrible, c'est sale, c'est pas l'avenir. Et donc on a pris du retard aussi par rapport aux autres grandes puissances sur toutes les centrales parce que faute d'avoir des gens qui étaient motivés pour faire ça. Marco aimerait savoir comment les populations des atolls sont ravitaillées. Avant, c'était la Royale. Bon, on a toujours la Royale, on a toujours des bateaux qui vont là-bas. Mais la Chine lorgne très, très, très fortement sur cette zone où elle voit que la France est en faiblesse et en abandon. Et les populations. Être en France, être français, on est français, on est partout, on est nulle part. Hein. Si les populations des Outre-mer se sentent abandonnées, ben, il ne faudra pas être étonné qu'elles partent ailleurs.
Merci Georges, je crois que on peut avoir un petit mot, parce qu'on a commencé hier une collecte pour Kazan. Donc, Oui. et on peut remercier déjà les premiers donateurs qui ont donné un peu de sous justement pour nous aider à contribuer à ce voyage. Donc, puisque justement, dans ce monde qui change, il faut être présent là où il va y avoir les nouveaux acteurs ou les acteurs en devenir, parce que sinon, bah, on va juste rester sur le quai du train, comme on dit, et le train sera loin et on n'aura que les yeux pour pleurer. Bah, notre média Fréquence Populaire, qui s'est lancé l'année dernière sous l'égide de République Souveraine, bah, est en construction. Ça se voit avec les couacs qu'on a comme ce matin, c'est pour ça qu'on est en retard aujourd'hui. Mais on a de l'ambition. On verra si on y arrive. Mais voilà, on est un certain nombre à s'être mobilisés pour faire de ce média quelque chose euh, d'efficace, d'original et qui réinforme, qui ne prend pas ses auditeurs pour des imbéciles. Et donc, on prend le risque de ne pas rester des commentateurs, puisque souvent les médias, c'est ce qu'on fait nous aussi, là, du commentaire de commentaires. Bon, on a déjà une particularité, c'est qu'on a beaucoup d'intervenants euh, de grande qualité. Donc on a des analyses ou des réflexions de première main, mais nous pensons qu'on doit aller sur le terrain. On doit aller sur le terrain, en l'occurrence à Kazan, capitale du Tatarstan, en République de Russie, où se tiendra le sommet des BRICS, qui sera un sommet d'extension, d'affirmation d'un monde multipolaire, d'avancée sur la dédollarisation de l'économie mondiale. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, ça se passe. Et les citoyens méritent mieux que des analyses à l'emporte-pièce, voire pas d'analyse, ou des a priori qui ne leur permettent pas de comprendre ce qui se passe. Donc nous, on va y aller directement à partir du 16 octobre. Et nous allons interviewer sur place des chefs d'État, des responsables des BRICS. En même temps, on fera un vlog. En même temps, on va voir qu'est-ce que nous diront les Russes ou les différents pays qu'on va traverser sur la situation, comment ils voient ça, eux. Alors, on a fait une cagnotte que vous trouvez, dont vous trouverez le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo, pour nous aider à financer, puisque nous sommes en autofinancement. Nous ne sommes pas financés par la France, nous ne sommes pas financés par la Russie. De toute façon, c'est interdit, évidemment. Nous, eh bien, nous ne faisons cela que grâce à notre travail et à vos dons et aux dons des particuliers. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont déjà contribué depuis hier soir. Et nous partons dans une semaine, donc n'hésitez pas. Même un don de 1 euro ou de 5 euros, ça nous aide. On précise que on fera un petit cadeau original à tous ceux qui feront un don de 50 euros, un cadeau du Tatarstan. Et pour ceux qui feraient un don de 100 euros et plus, eh bien, nous organiserons une rencontre privée qui pourra être soit dans une salle, soit un dîner, bon, on verra au retour, où nous partagerons plus en détail des choses que nous ne pourrons pas dire à l'antenne, pour tout un tas de raisons de sécurité ou à la demande de nos interlocuteurs. En tout cas, soyez prêts parce que ça va être quelque chose. Hein. On a déjà le vice-président des BRICS qui nous parlera de l'évolution des BRICS en Afrique. Ce sera peut-être le prochain président de Côte d'Ivoire. On a Alexei Pouchkov, qui est une des têtes de la diplomatie russe, qui a été le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée de la Douma, donc l'Assemblée russe. On parlera avec M. Kouvaline, qui est le chef, qui travaille beaucoup avec Jacques Sapir, qui est le chef, enfin un des principaux responsables de l'équivalent russe de l'INSEE.
et qui a une discussion économique tous les mois avec Poutine. Donc on sera vraiment au cœur de la vision des BRICS. On est en négociation toujours pour interviewer Madame Dilma Rousseff, l'ancienne présidente de gauche, après Lula du Brésil, et qui maintenant est la présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS, qui est le pendant des BRICS, enfin c'est le FMI des BRICS. Voilà, énormément de choses intéressantes. Et bien évidemment, tout ça a un coût. Il faut payer des billets d'avion qui ne passent, qu'il n'y a plus de vol direct à 300 €. C'est fini depuis longtemps. Il faut passer par Izmir, par Istanbul, par Tbilissi, par Tallinn, par la Serbie, tout un tas de chemins qui compliquent les choses. Le voyage prend au moins 24 heures, puis après il faut aller à Kazan, et puis il faut des accréditations, et puis nos cartes de crédit ne marchent pas, les connexions internet c'est compliqué, et voilà. Et bien évidemment, il faut payer l'hôtel, il faut payer à manger, il faut payer les déplacements, il faut payer du matériel pour filmer, et payer des connexions internet qui nous permettront de faire des directs directement de Kazan. Je crois que ça sera assez intéressant, et on verra si TF1 ou France 2 s'alignent sur notre standard de couverture médiatique.